Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, je lance un nouveau format en parallèle des petites critiques que je fais sur les nouvelles sorties. Donc ce seraient des vidéos plus longues qui retraceraient la vie de grands réalisateurs qui ont marqué l'histoire du cinéma en parlant de 5 ou 6 films à voir pour découvrir ou redécouvrir ce réalisateur. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à me dire sur quel réalisateur vous voudriez que je travaille dans le futur. Bon visionnage. Hitchcock, c'est lui. Hitchcock, no! He's drowning! He's drowning! Save him, man! Et réalisateur majeur du XXe siècle, Hitchcock naît en 1899 dans une famille britannique. Il a une carrière longue de 60 ans et il a réalisé pas moins de 53 longs métrages. Après avoir débuté sa carrière dans la publicité, il passe très vite derrière la caméra et développe ses compétences lors du cinéma muet au Royaume-Uni où il se perfectionne dans tous les domaines, décors, costumes, scénarios. Et il a aussi l'opportunité d'assister dans ses jeunes années au tournage des Derniers des Hommes en 1924 de Murnau en Allemagne et c'est ce qui le marque profondément. Les réalisateurs expressionnistes allemands auront une grande influence sur lui tout au long de sa carrière, Murnau ou encore Fritz Lang, et son goût prononcé pour les plans séquences viennent de là principalement. Il s'inspire de romanciers policiers pour ses films, comme Edgar Allan Poe, un de ses romanciers favoris. Il s'installe aux États-Unis peu de temps avant la Deuxième Guerre mondiale et sera naturalisé américain en 1955 et y restera jusqu'à la fin de sa vie. La majeure partie de son travail se passe dans ce pays et il réalisera alors des films appartenant désormais au panthéon du cinéma qui mettent en scène des acteurs légendaires tels que Grace Kelly, Cary Grant, Sean Connery, Ingrid Bergman ou encore Marlène Dietrich. Et réalisateur en avance sur son temps, en décalage avec une époque qui considérait le cinéma comme une œuvre d'art à part entière et non comme du divertissement grand public, alors que la plupart de ses pairs le considéraient comme un cinéaste bassement commercial, lui était concentré pour faire des films dont le succès commercial était pour la plupart du temps au rendez-vous et dont certains de ses grands films ont inspiré et inspirent encore les réalisateurs d'aujourd'hui. C'est François Truffaut qui pose la première pierre dans l'édifice de la légende hitchcockienne dans son film Le cinéma selon Alfred Hitchcock. C'est un entretien exclusif entre les deux réalisateurs où le britannico-américain reviendra avec lucidité sur sa carrière. Hitchcock est connu pour avoir un style bien propre et particulier, et une de ses grandes particularités est de s'exprimer avec des images. Selon lui, tout ce qui est dit au lieu d'être montré à l'écran est perdu du public. Certains schémas de narration et types de personnages ont tendance à se répéter tout au long de ses films. Les principaux sont... Hitchcock est souvent surnommé le maître du suspense, et ce n'est pas pour rien. Le réalisateur manipule ses spectateurs en les mettant dans une position inconfortable d'attente et d'angoisse. Dans le cinéma d'horreur, l'effet de surprise, le choc, consiste à faire apparaître une chose ou un personnage souvent terrifiant alors que ni le héros ni le spectateur ne s'y attendent. Dans les films d'Hitchcock, l'anxiété va augmenter au fur et à mesure que le danger se précise. On ne sait pas exactement ce qui va se produire, mais on sait qu'il va se passer quelque chose. Le personnage ne se rend compte souvent de rien et on vient à se demander quand est-ce qu'il va prendre conscience de la menace. Le suspense est défini comme l'attente du danger, insaisissable, qui plane sur les épaules du protagoniste. Ces scènes sont souvent très lentes, ce qui va mettre les spectateurs dans une position très inconfortable jusqu'à ce que la menace éclate. Le spectateur sera totalement happé, transporté par la scène d'action qui va se dérouler ensuite. Le MacGuffin, c'est vraiment quelque chose propre au cinéma hitchcockien que le réalisateur a lui-même inventé. Le MacGuffin, c'est quelque chose, souvent un objet, qui va déclencher le scénario, c'est souvent un document dans les films d'espionnage par exemple, et ça va entraîner le héros dans une succession de péripéties, si bien que ce fameux MacGuffin va perdre aussitôt de son importance et être vite oublié. C'est vraiment quelque chose de propre au réalisateur, car la seule chose qui l'intéresse vraiment, c'est de manipuler les spectateurs et ne porte que très peu d'intérêt au côté réaliste de ses scénarios. Il veut que ses films soient un spectacle et non un documentaire de la réalité. C'est pour ça que le MacGuffin a un côté anecdotique qui lui plaît tant. Certains personnages et schémas ont tendance à se répéter dans les films d'Alfred Hitchcock, et je vais vous en citer quelques-uns qui reviennent très souvent. Ce qui revient énormément, c'est bien sûr la blonde Hitchcockienne. Dans chaque film, il y a une blonde. Elle est sophistiquée et dotée d'une aura de mystère qui mêle élégance, froideur et distance au premier abord. C'est l'incarnation de la femme parfaite, celle dont rêvent tous les hommes. C'est souvent des personnages très troubles, mêlant aussi bien ombre et lumière, et il y a bien sûr tout un versant de séduction qui va avec. Les héros des films tombent rapidement dans un état de fascination pour ces figures, allant parfois jusqu'à de l'obsession. La figure de la mère possessive revient aussi beaucoup dans le cinéma du réalisateur. Au début du film, le héros est souvent sous sa coupe. Un des objectifs du parcours du protagoniste sera de s'affranchir de son influence afin de réellement entrer dans le monde adulte.
La rencontre avec la blonde Hitchcockienne sera souvent d'une grande aide pour y parvenir, réveillant chez le héros des pulsions adultes qui enterreront définitivement l'enfant. Le réalisateur a lui-même eu une relation compliquée avec sa mère, il souffrait d'obésité et de solitude lors de son enfance et il s'est de plus en plus renfermé sur lui-même. Sa mère avait pour l'habitude de le maltraiter lorsqu'il s'était mal conduit, en l'obligeant par exemple à rester debout pendant des heures au pied de son lit, et ça n'a pas aidé pour son mal-être bien sûr. Le film s'ouvre sur la vie d'un personnage totalement banal, un événement ou objet, le MacGuffin, va entraîner totalement par hasard son accusation pour quelque chose dont il est innocent, et le héros va donc être embarqué dans une aventure afin de prouver son innocence et piéger les coupables derrière le complot. C'est pour engager directement son public, notamment grâce à notre capacité à s'inventer une grande vie d'aventure afin de tromper l'ennui du quotidien. La trajectoire narrative de ce faux coupable se fait généralement en deux temps. La première, phase dans laquelle il subit une pression extérieure, ce qui l'amène souvent à prendre la fuite, et la deuxième commence quand il se rend compte du complot qui s'exerce sur ses épaules, décide de se rebeller et de confronter ses agresseurs. On a vu les grandes lignes qui définissaient le cinéma d'Hitchcock. Maintenant, je vais vous parler sans spoiler de 6 films absolument géniaux à voir. Tous ces films sont sortis durant la période que les critiques appellent l'âge d'or du réalisateur. C'est une période qui dure 10 ans, de 1954 à 1964. C'est peut-être mon film préféré d'Hitchcock, sorti en 1954. C'est un film en huis clos, donc c'est-à-dire qu'il ne se passe que dans un seul lieu, ce qui est propre au réalisateur, et c'est adapté d'une nouvelle de Cornell Woolrich, avec James Stewart et Grace Kelly dans le rôle principal. On plonge dans le quotidien d'un homme, Jeffries, en plein dilemme entre sa vie de photographe aventurier ou de s'engager avec la femme dont il est amoureux, ce qui l'obligerait à mettre cette vie derrière lui. L'homme est immobilisé chez lui avec une jambe dans le plâtre et passe son temps à observer les voisins et à leur créer des histoires, jusqu'à ce qu'il soupçonne un homme du meurtre de sa femme. On voit dès la scène d'introduction la volonté du réalisateur de s'exprimer en images. On voit un appareil photo, sa jambe dans le plâtre et une photo de course automobile. Ça fixe immédiatement l'intrigue. On sait tout de suite qui est cet homme, quel est son état et pourquoi est-ce qu'il est dans cet état. Le réalisateur aime jouer avec le côté voyeur et potentiellement mauvais du spectateur. Le photographe ne peut pas s'empêcher d'espionner ses voisins à leur insu, et ce, malgré les réprimandes de son entourage. Ce sont les pulsions malsaines du spectateur qui s'expriment à travers cet homme qui en vient à espérer que son voisin ait commis un meurtre. Fenêtre sur cour nous étouffe avec la chaleur étouffante de l'été new-yorkais où la tension monte petit à petit, mettant le spectateur dans une situation inconfortable, exactement là où le cinéaste veut nous emmener. L'action est toujours vue au travers des yeux de James Stewart et on n'en sait jamais plus que lui. La connexion entre lui et le spectateur n'en est que renforcée et atteint une forme de perfection. On ressent exactement ses sentiments lorsqu'il mettra ses amis en danger, regardant la scène de loin, ne pouvant pas intervenir à cause de sa jambe dans le plâtre, comme un spectateur qui ne peut rien faire pour aider son héros à se sortir de ce mauvais pas. Pour recréer l'endroit où se situe l'action, la Paramount a entièrement recréé l'immeuble à Los Angeles. C'est un immeuble de 31 appartements au total, dont 12 aménagés, et pas moins de 1000 lampes ont été utilisées pour simuler la lumière du soleil. Afin de maximiser l'authenticité du film, le réalisateur ne travaillait que de la chambre du protagoniste et donnait les directives aux acteurs dans des oreillettes. Il donnait parfois des indications contraires à des comédiens pour créer des situations comiques et authentiques. L'homme qui en savait trop, c'est un film de 1956 et il s'agit du seul remake de la carrière du réalisateur. Il a déjà d'abord fait un film britannique en 1934 et donc L'homme qui en savait trop a eu le droit à une nouvelle version américaine 20 ans plus tard. C'est un film que j'affectionne tout particulièrement de par son cadre atypique, l'Afrique du Nord, et aussi par sa thématique. C'est une famille innocente qui passe ses vacances au Maroc et se retrouve entraînée directement au cœur d'un complot d'ordre international après qu'un des agents des services secrets français ait révélé au père au moment de mourir qu'un attentat contre un homme d'État étranger se préparait à Londres et qu'il fallait de toute urgence contacter Ambrose Chappell. Pour les contraindre au silence, les malfaiteurs kidnappent leur enfant. Une course-poursuite pour le retrouver va se lancer afin de retrouver ce mystérieux Ambrose Chappell. Le thème de l'enlèvement d'un enfant est assez unique chez le réalisateur et qui permet au spectateur une empathie quasi immédiate envers cette famille. On comprend et on justifie d'autant mieux les choix et les actes du père tout au long du film, sachant que la vie de son enfant est en jeu. La tension va être à son maximum à partir de ce moment et le spectateur sera happé par cette course-poursuite haletante, partageant les émotions des parents à chaque rebondissement, peur, espoir, colère, tristesse. Grâce à l'inquiétude des deux parents, Hitchcock nous livre une large palette d'émotions tout au long de l'œuvre. La musique tient une place toute particulière dans ce long métrage et c'est Bernard Herrmann qui a la baguette et qui a collaboré pendant plus de 10 ans avec Hitchcock et il a composé là l'un de ses chefs-d'œuvre. Des thèmes resteront en tête comme le Que sera sera, interprété par la mère de famille, jouée par Doris Day.
Cette chanson sera récompensée par l'Oscar de la meilleure chanson originale, et on a un final vraiment en apothéose, et c'est peut-être l'un des plus beaux finals du réalisateur. Dans le Royal Albert Hall, une magnifique salle de concert au cœur de Londres, c'est d'ailleurs le compositeur Bernard Herrmann qui joue le rôle de chef d'orchestre lors de cette scène. Le suspense hitchcockien atteint probablement une forme de perfection lors de ce concert de musique classique où on sait qu'un attentat va se produire et on sait même exactement le moment. L'héroïne sera la seule à pouvoir l'empêcher et la tension monte progressivement tout au long de la scène pour devenir irrespirable au fur et à mesure que le terrible instant approche. Le fait que ce soit connu du spectateur est très important, ça donne un pouvoir de vie ou de mort au spectateur. J'aimerais vous parler d'un autre film, sorti en salle 2 ans après L'homme qui en savait trop, en 1958, toujours avec James Stewart comme acteur principal. Il est accompagné de la mystérieuse Kim Novak pour ce film, et ce film est considéré par la plupart des critiques comme un des plus grands chefs-d'œuvre d'Alfred Hitchcock, rien que ça. Le réalisateur nous offre un thriller malsain et haletant dans les rues escarpées de San Francisco en Californie. Cette ville représente les émotions en montagne russe que vont vivre le personnage principal et les spectateurs sur les 2h08 que dure le film. Scotty, incarné par James Stewart, est sujet au vertige, ce qui lui porte préjudice dans son métier de policier. Rendu responsable de la mort d'un de ses collègues, il décide de quitter la police et une ancienne relation le contacte afin qu'il suive sa femme, Madeleine, possédée selon lui par l'esprit de son aïeul. Scotty s'éprend alors de la jeune femme et se trouve manipulé par une série d'événements qu'il ne peut contrôler. Hitchcock nous livre ici une véritable réflexion sur la femme-objet qu'on pourrait façonner selon nos envies et modifier son destin afin qu'il corresponde mieux à nos attentes. Scotty tombe amoureux d'un fantôme, d'une femme qui n'existe que comme représentation de son esprit manipulé par des hommes d'affaires véreux. C'est un amour fictif qui se dessine, il aime une idée, une femme vide, sans substance. Cet amour va le conduire aux portes de la folie et développera une obsession à recréer cette femme aimée en transférant ses pulsions chez une autre personne. Cela ne pourra que l'entraîner dans une chute toujours plus brutale. Vertigo est sans doute un des films les plus torturés et les plus tragiques que le réalisateur n'ait jamais réalisé. On retrouve les thèmes qui font la caractéristique du cinéma hitchcockien. La blonde hitchcockienne trouble et remplie d'une aura de mystère, envers qui le personnage principal va développer une sorte de passion malsaine. Le cinéaste a cherché à rendre trouble le personnage de Madeleine de manière visuelle grâce à des filtres qui donnent à ses apparitions un aspect moins réaliste, presque fantomatique. On retrouve également la trajectoire en 2 temps du personnage principal. En première partie, il subit les événements provoqués par des esprits mal intentionnés, puis se révolte et tente de reprendre le contrôle sur ces mêmes événements en deuxième partie du film, afin de modifier son destin. Pour ce film, Hitchcock utilise des innovations cinématographiques très poussées pour l'époque. Afin d'illustrer en images la sensation de vertige du protagoniste, le réalisateur a mis au point la technique du travelling compensé. Ça consiste à combiner un zoom avant avec un mouvement de recul de la caméra pour créer une distorsion de l'image. On retrouvera cet effet chez Steven Spielberg pour Les Dents de la Mer ou encore chez Martin Scorsese pour Les Affranchis. Si vous avez peur de vous ennuyer devant un ancien film, alors c'est La Mort aux trousses qu'il faut absolument regarder en premier. C'est un grand film d'aventure qui nous fait voyager au cœur des États-Unis et dont les codes inspireront notamment la saga James Bond. C'est un film plein de rebondissements, avec notamment la célébrissime descente des statues des présidents du Mont Rushmore quand les 2 protagonistes essayent de s'échapper aux malfaiteurs. À la suite d'un malentendu, un patron d'une agence de publicité de New York est pris par erreur pour un espion par une société de malfaiteurs qui va chercher à le supprimer. Il sera accusé du meurtre d'un homme aux Nations Unies, faisant de lui l'ennemi public numéro 1 des États-Unis, l'obligeant à fuir à travers le pays pour échapper à cette organisation ainsi qu'à la police. On retrouve la figure du faux coupable et aussi le parcours en 2 temps du héros. D'abord la fuite, où il tente d'échapper à ses agresseurs et à la police. Ensuite la révolte, quand il reprend enfin le contrôle sur son destin en faisant face à ses agresseurs. Eva Marie Saint interprète une version de la blonde Hitchcockienne forte, indépendante, où on ressent bien son libre arbitre. Elle n'hésite pas à mentir à la police afin de sauver un parfait inconnu qu'elle trouve séduisant, qu'elle n'hésite cependant pas à trahir par la suite pour le bien de sa mission. Un petit mot sur la scène de l'avion, l'une des plus célèbres du cinéma. On est bien sur du suspense hitchcockien avec la montée en tension parfaite qui précède l'attaque. Il n'y a rien, mais on ressent que quelque chose va se produire. Il attend quelqu'un, on ne sait pas qui, on guette, on est au même niveau de connaissance que lui, c'est-à-dire 0. Le fait qu'il ne se passe rien met très mal à l'aise pour un film riche en rebondissements jusque-là. On est habitué à un certain rythme, le casser en plein milieu nous plonge dans un profond sentiment de malaise, aucune musique pendant l'attente, le calme avant la tempête. Toujours pas de musique quand ça explose, pas besoin. La scène est déjà assez angoissante comme ça, et ça souligne aussi l'absurdité de la situation. C'est une séquence tournée avec un vrai avion, sauf pour le crash final, réalisé avec des maquettes.
J'ai dit plutôt que ça avait inspiré la saga James Bond car on y retrouve bon nombre d'éléments caractéristiques des films qui vont avec, des décors pleins de couleurs, des agents secrets, un personnage principal élégant, audacieux et drôle opposé à un méchant sinistre mais charmant. Le film Bon baiser de Russie rend hommage au film avec la scène de l'hélicoptère ou encore avec la célèbre scène du train qui est géniale. J'ai une affection toute particulière pour les scènes de train dans les films d'espionnage. Ces scènes sont toujours excellentes, notamment car le protagoniste doit souvent se cacher et le format du train est très particulier, ce qui décuple la tension à chaque fois. Les scènes de cache-cache sont toujours très haletantes dans des trains. C'est peut-être un des films où le réalisateur, grâce à son suspense de tous les instants, réussit le mieux à jouer avec les émotions des spectateurs, les dirigeant là où il le souhaite. Grâce à cette histoire de ce banal et sans histoire homme d'affaires pris dans une aventure qui le dépasse, le réalisateur dirige avec sa baguette magique, manipulant leurs émotions à souhait sans que ceux-ci ne s'en rendent compte. Hitchcock s'appuie sur les rêves d'évasion, de grandes aventures et d'histoires d'amour passionnées dont rêvent tous les spectateurs à la vie banale, afin de mieux les transporter dans un voyage au cœur de leurs désirs subconscients. Et c'est ça aussi le cinéma. Là, on va parler du film le plus connu d'Hitchcock. C'est une source d'inspiration de la majorité des films d'horreur de la deuxième moitié du XXe siècle, qui a introduit le slasher. C'est un sous-genre du film d'horreur qui regroupe des films où un tueur psychopathe élimine un à un les personnages de l'histoire. Je parle bien sûr de Psychose, sorti en 1960. Il s'agit d'un de ses films les plus sombres et des plus flippants, renforcé par le fait que le film est tourné en noir et blanc. Pour Psychose, il adapte un film de Robert Bloch, fondé sur l'histoire d'Ed Gein, un tueur en série, et s'inspire du tableau Maison au bord de la voie ferrée d'Edward Hopper pour la célébrissime maison où se déroule l'intrigue. Dans une période où l'industrie du cinéma est en crise à cause de l'arrivée de la télévision dans les ménages, il dispose de peu de moyens pour ce projet, et au lieu de se décourager, ça le motive à faire un film efficace sans beaucoup de moyens, et c'est un beau projet avec un budget de 800 000 dollars. Une jeune employée d'une compagnie d'assurance, interprétée par Janet Leigh, dérobe une certaine somme d'argent à son entreprise. Elle fuit dans la campagne en voiture et, surprise par un orage, elle décide de passer la nuit dans un motel désert. Elle fait la connaissance avec le propriétaire sympathique, Norman Bates, joué par Anthony Perkins, qui jouait avec sa mère très possessive dans la maison d'à côté. Alors qu'elle prend sa douche, elle est violemment assassinée dans la célèbre scène de la douche. Sa sœur part à sa recherche et mène l'enquête. La scène de la douche est probablement l'une des scènes les plus célèbres du cinéma. Composée de pas moins de 90 plans, elle reste l'une des plus analysées et les plus recopiées. Elle est restée dans la légende pour plusieurs raisons. En premier lieu pour sa violence directe, peu montrée à l'écran dans ces temps-là, mais violence contrebalancée par le choix du noir et blanc pour le film, l'empêchant de devenir gore. Puis d'un point de vue narratif, car ce n'est pas commun de supprimer son personnage principal au début du film. Et enfin par sa musique caractéristique. C'est Bernard Herrmann, compositeur que nous connaissons bien maintenant, qui a convaincu le cinéaste de l'ajouter en post-production afin d'augmenter le caractère brutal, soudain et choquant de la scène. Ça, c'est le film catastrophe, Le calme avant la tempête mis en pellicule. Les oiseaux s'inspirent d'une nouvelle publiée par Daphné du Maurier en 1952 et Hitchcock a eu un budget beaucoup plus conséquent pour faire ce film, 2,5 millions de dollars, dont beaucoup partiront dans les effets spéciaux. La cause des attaques des oiseaux est inconnue, ce qui contribue à renforcer le caractère mystérieux du long métrage. Les scènes d'attaque en elles-mêmes ne sont pas les meilleures du film à mon sens, ça fait assez brouillon, ça part dans tous les sens, les bruitages des oiseaux ne sont pas du tout réalistes et m'ont sorti du film, tout comme les trucages et effets spéciaux, mais en fait l'intérêt du film n'est pas là du tout, c'est encore une fois le suspense et le mystère qui tient le spectateur en haleine. Le suspense est symbolisé par le calme avant la tempête, beaucoup plus angoissant que la tempête en elle-même. On sait que ça va arriver, mais on ne sait pas quand et comment, on redoute l'explosion avant la tempête. Il y a une grosse montée en tension à chaque attaque où les volatiles s'accumulent petit à petit et font monter la tension jusqu'aux explosions. Le fait qu'on soit dans une petite ville isolée du monde et du temps renforce cette impression de malaise. Là aussi, on y retrouve la blonde subversive interprétée par Tippi Hedren qui prend l'initiative d'offrir des oiseaux, des inséparables, dans une petite ville à 100 km de San Francisco, en s'introduisant illégalement chez des gens seulement parce qu'elle a rencontré un homme mystérieux dans un magasin. Et il y a aussi la figure de la mère toxique qui empêche son fils de mener une relation amoureuse saine avec une autre femme par peur de la solitude. C'est intéressant le choix de se faire dérouler l'intrigue dans une petite ville et donc dans une petite communauté. On assiste à la réaction de chacun face à la catastrophe. La scène du restaurant au milieu du film est très importante car chacun essaye de trouver une vérité absolue, une explication à l'inexplicable. Pourquoi les oiseaux se mettent-ils à attaquer subitement les hommes? Est-ce une punition divine? Certains nient que ce soit possible, certains émettent des théories. On ressent toute la dimension théologique de l'œuvre lors de cette scène.
Les films catastrophes dans le futur se passeront souvent dans des petites villes où tout le monde se connaît et où on peut prendre les choses de manière très personnelle plutôt que dans les grandes villes qui sont beaucoup plus impersonnelles. Quand c'est une petite communauté, c'est forcément de sa faute. Des gens au sein de la communauté ont commis de mauvaises actions, ce qui peut amener à des actes de vengeance. Ça amène aussi des remises en question profondes, alors que dans les grandes villes, c'est vraiment très impersonnel et c'est souvent la faute d'un autre. D'ailleurs, dans le film, certains veulent rentrer très rapidement à San Francisco, dans la grande ville, afin de se fonder dans la masse pour ne plus ressentir l'œil divin au-dessus de sa tête. Voilà, c'était mes 6 films d'Hitchcock pour découvrir le réalisateur. Comptez-vous les regarder. Et vous, quels sont vos films préférés d'Hitchcock? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je les lirai avec intention. Et nous, on se dit à une prochaine. Salut!